Nous avons eu l'occasion tout à l'heure d'apprécier le point de vue de l'investisseur d'abord. Effectivement, celui qui a un regard un peu financier sur les conditions, sur les conditions d'investissement, sur le contexte global, l'infrastructure, l'écosystème aussi, et un regard également sur l'écologie, l'environnement, autres critères qui conditionneraient la réussite de la collaboration déjà des entreprises nord-sud et puis même sud-sud au niveau de certains critères, et l'exigence aussi de tout le pack RSE mais aussi environnemental. Et il est question aujourd'hui de réfléchir une Afrique qui serait une Afrique respectueuse de l'environnement. Nous sommes les premiers concernés. Nous ne sommes pas les coupables, mais nous sommes les concernés, puisque la plupart des pays polluants sont plutôt situés au niveau de l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord. Mais nous sommes effectivement extrêmement touchés avec des situations très graves de sécheresse et de difficultés, en tout cas écologiques. Pour poursuivre le débat, nous allons passer au panel qui va réunir M. Edo Kossé Emenve, directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières des États de l'Afrique de l'Ouest. Je vous demande de bien vouloir nous rejoindre, monsieur. Bienvenue. Bonjour. Également, madame Najat Sahel, adjoint au directeur des entreprises publiques et de la privatisation, chargée de la privatisation et de la gestion active des portefeuilles. Bienvenue, madame. Et madame Caroline Moin, manager Guy Rating, Etifinance. Merci de nous rejoindre sur le plateau. Alors, il sera question d'investissement responsable et gouvernance. Quels enjeux pour les entreprises publiques et pour les entreprises cotées? Donc, vous aurez l'occasion de présenter votre argumentation et puis on croisera un peu vos avis dans une forme de débat. Allez-y. Alors, je pense que Madame Najat Sahel peut-être nous mettre un peu dans la situation, dans cette optique-là des entreprises, effectivement. Quels enjeux, justement, pour ces entreprises publiques et celles qui seraient cotées dans le cadre d'une transparence, dans le cadre d'une lenteur administrative, d'un développement, d'une volonté de partenariat? Comment on peut entrevoir tout cela? Quels sont les enjeux éventuels? Très bien, merci. Bonjour tout le monde. Donc, je pense que M. Smar a déjà planté un peu le contexte et a parlé un peu de ce qu'on fait, de toutes les réformes qui sont mises en place pour l'amélioration de la gouvernance. Donc, je vais faire peut-être un focus sur d'abord la privatisation et son impact sur la gouvernance, ensuite sur les partenariats publics-privés et pour terminer sur tout ce qu'on fait concernant la gestion active du portefeuille public. Donc, comme vous le savez, la privatisation, c'est un programme qui a été lancé par le Royaume du Maroc depuis les années 1990 et elle a joué un grand rôle dans la dynamisation et le développement de l'écosystème au Maroc, notamment la dynamisation de la bourse de Casablanca, la création de nouveaux métiers, les sociétés de bourse, les régulateurs et tout l'écosystème qui s'ensuit grâce aux opérations de privatisation. Donc, concernant la gouvernance, donc, dans toute opération de privatisation, en fait, parmi les principaux objectifs, c'est l'amélioration de la gouvernance, surtout quand on cède une participation, qu'elle soit minoritaire ou majoritaire, et quand l'État actionnaire reste dans le tour de table. Et aussi, ça a un impact par rapport à l'actionnariat. On a toujours, dans toute opération de privatisation, on a encouragé la participation des salariés dans l'actionnariat des sociétés privatisées. Et depuis une année, on a relancé le programme de privatisation, mais avec une nouvelle vision. Avant de parler de ça, je voudrais aussi parler, on a parlé tout à l'heure du secteur automobile. Le secteur automobile et le projet Renault a été fait grâce à la privatisation de Somaca. La plus grande banque qui travaille aujourd'hui avec l'Afrique, parmi les plus grandes banques qui travaillent avec l'Afrique, la BMCE, a été privatisée. Et c'est grâce à ça qu'on a eu un secteur bancaire. La première opération, je me rappelle, la première opération de privatisation que j'avais pilotée, on n'avait pas de banque d'affaires au Maroc et on n'avait pas de cabinet juridique international.
Donc, et aujourd'hui, toutes les banques, on a les banques qui ont toutes développé le côté banque d'affaires et on fait des opérations, c'est-à-dire marocaines avec les conseillers marocains, avec une expertise marocaine. Et donc, ce programme a développé des projets d'envergure tels que je disais le projet Renault. Aujourd'hui, avec la relance de la privatisation, on a commencé par la première opération qui était l'opération Marsa-Maroc. Et donc, Marsa-Maroc, on a le noyau dur qui reste toujours l'État, mais on a privatisé une partie, on l'a coté en bourse et on a cédé une grosse partie à des institutionnels pour justement, c'est-à-dire développer la gouvernance et parce que en fait la problématique des entreprises et établissements publics, c'est parfois qu'on a des conseils d'administration qui sont composés de fonctionnaires et parfois du même ministère. Et donc là, par ces introductions en bourse et par l'introduction en bourse des établissements publics et la cotation en bourse, ça a permis de développer le côté gouvernance. Par ailleurs, on développe tout ce qui est financement innovant. Donc financement innovant à travers notamment le partenariat public-privé. Et donc là, on a généralisé avec le dernier amendement de la loi 39 de la loi sur les PPP. Donc on a généralisé ce qu'on appelle l'évaluation préalable. Et on exige à ce que la personne publique, qu'il y ait toute une partie sur tout ce qui est développement durable, tout ce qui est lié à l'environnement et à tout l'écosystème concernant l'évaluation préalable. Donc le rapport porte une bonne partie sur tout ce qui est externalité par rapport à tout ce qui est financier. Bien, merci beaucoup. Alors, justement, on fait un tour de table et vous reviendrez sur certains points. Monsieur Edo Kossi, comment, justement, vous entrevoyez aussi cet esprit de responsabilité, de gouvernance par rapport aux nouveaux enjeux quant aux entreprises cotées dans votre pays, quelque part en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. La question de la gouvernance des sociétés cotées tire, je dirais, ses origines dans la théorie financière elle-même, hein, qui sous l'angle de ce qu'on appelle la théorie d'agence, dit que l'entreprise est le lieu privilégié de la gestion des relations conflictuelles entre les actionnaires, les dirigeants, les salariés et toutes les autres parties prenantes. Donc, a priori, par construction, l'entreprise donc, est le creuset de ce type de relations difficiles à gérer. Évidemment, les actionnaires sont là pour maximiser le profit, c'est ce qui les intéresse, c'est pour ça qu'ils investissent a priori. Donc, la rentabilité est mise à l'avant comme étant le critère le plus important dans l'investissement. Les gestionnaires veulent maximiser leur bien-être, évidemment leur rémunération. C'est tout à fait normal pour compenser les efforts déployés pour enrichir les actionnaires. Les salariés veulent travailler dans de bonnes conditions et les autres parties prenantes, le fisc, etc., veulent avoir une entreprise performante. Bon, il est clair que cette dynamique-là soulève des problèmes extrêmement importants de pouvoir trouver le meilleur moyen d'arriver à gérer ces conflits. Donc, la question de la gouvernance est apparue comme étant vraiment l'une des meilleures façons de pouvoir organiser l'entreprise pour pouvoir concilier toutes ces positions divergentes. Mais la question s'est accentuée, et on l'a rappelé ce matin, avec les scandales qu'on a enregistrés dans l'histoire de la finance mondiale, Enron, Parmalat, etc., qui sont venus mettre en lumière le fait qu'en l'absence d'une bonne gouvernance, les sociétés cotées peuvent être exposées à des difficultés et les actionnaires des sociétés cotées peuvent perdre de l'argent, beaucoup d'argent. Donc il fallait trouver les moyens de pouvoir quelque part limiter les risques liés à la mauvaise gouvernance sur la richesse des actionnaires. Je voudrais rappeler que
les sociétés cotées font appel public à l'épargne. Par conséquent, on n'est pas seulement en face d'investisseurs avertis qui prennent les risques en connaissance de cause. On a du petit public, on a des petits porteurs qui investissent dans les sociétés cotées. Donc il faut bien quelque part que quelqu'un puisse les protéger. Et c'est pour ça que suite à ces scandales-là, on a vu apparaître plusieurs réglementations spécifiques sur la question de la gouvernance, de la mise en place des comités d'audit, des comités stratégie, de la mise en place du contrôle interne, des administrateurs indépendants. On a vu une flopée de réglementations au niveau mondial qui ont quelque part essayé, d'une certaine mesure, de pouvoir apporter des outils aux entreprises pour pouvoir réduire ces risques liés à une mauvaise gouvernance. La question qu'on peut se poser, est-ce que cela a apporté quelque chose dans la vie des entreprises cotées? Est-ce que ça a effectivement atteint les objectifs? Des études empiriques ont montré que oui, les sociétés qui sont mieux gouvernées, qui sont bien gouvernées, les sociétés cotées ont de meilleures performances que les sociétés qui ont une mauvaise gouvernance. Il y a quelques études qui l'ont montré, particulièrement sur deux sujets. Le sujet des administrateurs indépendants, quand ils siègent au conseil d'administration de grandes sociétés, on voit que la performance est meilleure, mais aussi la question du genre. Les conseils d'administration, on a des femmes où on atteint la parité. Ces conseils semblent être plus performants que les conseils où on ne retrouve pas, je dirais, cette dynamique de parité. Donc, il y a des faits empiriques qui corroborent le fait que la mise en place d'une gouvernance, je dirais, fiable dans une entreprise peut être source de performance et je dirais, d'équité pour les actionnaires, pour les managers et pour toutes les autres parties prenantes. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les bourses ont adhéré plus ou moins à toutes ces initiatives-là de pouvoir imposer ou recommander aux sociétés cotées d'adopter les meilleures pratiques en matière de gouvernance. Donc je pense que c'est quelque chose qui est bien répandu, bien accepté et aujourd'hui ne soulève plus de problèmes du tout au niveau mondial. Mais il y a un phénomène nouveau qui est apparu et qui est important de souligner, c'est cette question d'investissement responsable. Ça va au-delà de la question de la gouvernance. Aujourd'hui, des investisseurs, et on l'a vu encore dans les présentations précédentes, décident où ils veulent investir et décident de quel type d'investissement ils ont envie. Et ça, c'est important. Donc, à partir de ce moment-là, la logique pour les bourses devient différente. Ce n'est pas seulement le fait, du côté de l'offre des titres, amener les sociétés cotées à adopter les meilleures règles, mais du côté de la demande aussi, s'assurer qu'il y a une demande qui veut s'investir sur des titres cotés, mais respectant certains critères. Et là, l'évolution qu'on a constatée au niveau mondial a été vraiment fulgurante au cours des dernières années. Vous savez, il y a deux instruments. Il y a les actions pour les sociétés, donc l'ouverture du capital. Donc il y a beaucoup d'investisseurs institutionnels qui n'investissent pas dans des sociétés qui ne respectent pas l'environnement, c'est clair. Mais aussi en matière d'obligations, c'est là où on a vu, je dirais, une évolution très forte avec des émissions d'obligations vertes et d'obligations sociales au niveau mondial qui ont atteint des records quand même qui sont à saluer. Rien que l'année dernière, on a eu 257,7 milliards de dollars d'émissions d'obligations vertes au niveau mondial, avec des prévisions de 350 milliards de dollars cette année, en 2020. Et quand on regarde ça, quand on regarde cette évolution, et quand on voit bien comment les choses se passent et les exigences des investisseurs, il est clair que les bourses ne peuvent pas ne pas être à l'écoute de ce type d'investisseurs parce qu'ils arrivent avec des capitaux importants, mais surtout, et on l'a montré, 74 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans ce type d'investissement, mais ils arrivent aussi avec des exigences qui, quelque part, vont dans le sens de là où va aujourd'hui notre planète. Et ça, c'est extrêmement important. En Afrique,
les choses ont bien évolué. D'abord, je dirais que nous sommes à 25 bourses à peu près africaines à adhérer à l'initiative des Nations Unies sur le développement durable. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Nous avons des bourses comme GSI en Afrique du Sud, au Nigeria, qui ont déjà vu des missions d'obligations vertes cotées. Et donc, nous sommes dans cette logique-là d'adopter les meilleurs standards en matière à la fois de gouvernance, mais aussi d'investissement responsable. Pour la BRVM, nous avons heureusement un droit commun, l'OHADA, qui impose déjà aux sociétés, de façon générale, d'adopter les meilleures règles de gouvernance en matière de comité d'audit, etc. Nous-mêmes, nous sommes en train d'élaborer, avec le concours de la SFI, un code de gouvernance pour les sociétés cotées que nous allons mettre en place dès cette année. Nous pensons que ça va être vraiment un saut qualitatif dans l'amélioration du fonctionnement de notre marché. Et nous sommes en train de faire la promotion de tout ce qui est émissions vertes et tout ça, pour que la BRVM aussi soit effectivement au diapason de ce qui se fait de meilleur au niveau international en cette matière-là. Merci beaucoup. Et donc, si on revient vers vous, bien sûr, on retient bien cet équilibre entre la bonne gouvernance et puis le respect de l'écologie et surtout la cotation et le regard très minutieux des instances internationales. Caroline, moi, est-ce que vous partagez cet avis-là? Est-ce que c'est un défi supplémentaire justement par rapport aux entreprises publiques qui rentrent dans un cadre qui n'était pas le leur il y a quelques années? Je partage. Merci, monsieur. Je partage tout à fait l'avis de monsieur, notamment sur le sujet de la théorie de l'agence, qui est la rencontre des intérêts des différentes parties prenantes de l'entreprise. La bonne gouvernance, du coup, permet de les aligner, et je pense que la responsabilité sociale de l'entreprise, les sujets qui sont sociaux et environnementaux, permettent à la gouvernance de s'aligner plus facilement. Certes, l'objectif premier d'un investisseur, par exemple, est fiduciaire. Donc, du coup, l'objectif d'un actionnaire est de générer un rendement. Cela étant dit, de plus en plus, étant donné que les risques sont systématiques, les objectifs des asset owners vont être de prévenir et de se couvrir sur des risques long terme. Les risques long terme qui pèsent beaucoup sur les investisseurs institutionnels et donc du coup sur l'investisseur public, ce sont des risques liés notamment au climat. C'est-à-dire que je pense que là, les investisseurs qui avaient investi en Australie sont très conscients des risques climatiques physiques. Et pour ceci, les investisseurs vont devoir bien maîtriser les risques de transition. Donc, on a un rapprochement, en tout cas, entre l'intérêt de l'investisseur et l'intérêt de l'État et de la société civile. De plus, les salariés, de plus en plus, en tout cas en France, alors je parle de ce que je connais, choisissent, chez les jeunes par exemple, les entreprises ont de plus en plus de mal à attirer les jeunes talents lorsqu'elles ne mettent pas en place des démarches de RSE. C'est-à-dire que je suis jeune aussi, donc du coup je vais m'inclure dedans, mais on choisit de travailler pour des projets qui vont nous bouger au-delà des notions de rémunération. Et de là, ça veut dire que lorsqu'on a une entreprise qui va mettre en place un projet qui va permettre de protéger la planète, de bien prendre soin des hommes qui y habitent, elle va attirer plus de talents chez elle. Ça va permettre également d'aligner les intérêts à la fois des managers qui, eux, vont avoir des équipes qui sont plus faciles à manager puisque la direction de l'entreprise est quelque chose qui engage les salariés. C'est la même direction que l'État et que l'investisseur. Donc je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup cette théorie de l'agence et je pense que la RSE la met bien en lumière. Je pense que j'ai répondu à la question. Si oui. Oui, moi je rebondis par rapport à Mme Najet-Sahel. Vous avez parlé tout à l'heure de privatisation. Vous avez le regard sur les entreprises publiques. Dans quel état d'esprit on est dans le pays? Dans quelle perspective nous sommes? Ce respect écologique, cette conjugaison quelque part de ces critères, paramètres internationaux dans nos entreprises publiques? Écoutez, grâce au programme de privatisation, on a eu un attrait très important des IDE, des investissements directs étrangers. Et donc, on a eu aussi beaucoup de fonds d'investissement étrangers.
qui ont investi dans le cadre des programmes de privatisation. Et tout l'impact, c'est-à-dire on a fait une évaluation par l'Union européenne, 2 évaluations du programme de privatisation et l'impact de cette ouverture vers le privé, qu'elle soit totale ou partielle. Eh ben, il y a eu des impacts très importants au niveau de la gouvernance, des impacts aussi au niveau de tout ce qui est aussi RSE, donc du fait qu'il y a des fonds d'investissement et des partenaires étrangers qui s'intéressent beaucoup aussi à l'investissement responsable. Et ça a un impact aussi sur tout l'écosystème marocain. Et je pense que le fait déjà d'introduire une entreprise publique en bourse, déjà on gagne beaucoup en matière de transparence, en matière aussi de communication de l'information. Et si on développe toute cette partie RSE et obliger les sociétés cotées c'est-à-dire à faire comme on a fait pour les délais de paiement, on a classé les meilleurs, les meilleurs des meilleurs aux plus mauvais. Là, si on peut faire ce classement des sociétés qui sont plus impliquées dans tout ce qui est RSE, et de faire un cas, peut-être ça va encourager c'est-à-dire cet aspect-là. Mais en même temps, comme vous le savez, les entreprises et établissements publics sont le premier investisseur au Maroc. Et donc, d'ailleurs, pour 2020, on a dans les 100 milliards de dirhams d'investissement juste pour 2020. Et donc, et CEP doivent donner, c'est des établissements et entreprises publiques doivent donner l'exemple par rapport à tout l'écosystème marocain. Et donc là, on est dans une vision de tout ce qui est gestion, ce qu'on appelle la gestion active du périmètre. Donc on travaille sur un périmètre d'établissements et entreprises publiques, une vingtaine, et qui sont le baromètre de l'économie marocaine. Et donc dans le cadre des dialogues stratégiques qu'on fait concernant leur business model ou concernant... Donc il y a il y a un aspect très important qui est discuté dans le cadre de ces dialogues stratégiques, c'est tout l'aspect gouvernance et tout l'aspect, c'est-à-dire responsabilité dans le cadre de la RSE. Merci beaucoup. Et donc aussi, je vais vous laisser rebondir et réagir. J'aimerais vous poser une question. Vous avez un regard sur l'Afrique de l'Ouest, les États d'Afrique de l'Ouest. On constate quand même une différence entre les pays d'Afrique de l'Est et de l'Ouest dans le développement, alors qu'il y a quelques années, on sait très bien dans quelle situation ils étaient. Pourquoi cette différence? Qu'est-ce qui manque à l'Afrique de l'Ouest? Pourquoi finalement, quels critères n'ont pas été respectés pour lancer ces pays-là dans la voie au moins déjà de la croissance, déjà économique avant même de développement? Oui, d'abord, pour rebondir sur le point des privatisations, je trouve que l'Afrique ne privatise pas assez. Quand on regarde les privatisations qui ont été réalisées au cours des 3-5 dernières années, il y en a eu au moins 442 au niveau mondial, dont 350 en Asie. L'Afrique a peut-être privatisé une vingtaine de sociétés. Alors, jusque-là, la privatisation est considérée sur notre continent comme étant effectivement une façon de déposséder l'État d'actifs nationaux. Et pour diverses raisons, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent contre la privatisation. Mais pourtant, et comme elle a si bien dit, il y a des avantages réels à la privatisation des... C'est un rapport avec la souveraineté des États peut-être? Oui. Ce qui restera le problème éternel aussi. Oui, c'est vrai qu'on considère certains secteurs d'activité comme des secteurs, je dirais, de souveraineté, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Les télécommunications, l'eau, l'électricité, c'était souverain avant, mais c'est plus souverain. Mais il y a des pays africains qui considèrent encore ces secteurs-là comme étant des secteurs souverains et ne veulent pas privatiser. Alors que, justement, le fait de ne pas privatiser fait que la mauvaise gouvernance est souvent installée dans ce type d'entreprise et dans ces secteurs-là, et avec des impacts négatifs sur la croissance économique des pays concernés. Donc, la privatisation règle un problème de fond, comme elle a dit, de gouvernance des sociétés publiques. À partir de ce moment où on considère que l'on
est ouvert au public, à d'autres investisseurs, on est regardant sur la gestion et sur la gouvernance. Et ça, c'est un élément, à mon avis, extrêmement important. Deuxièmement, les États ne sont pas les plus agiles pour respecter tout ce qui est responsabilité sociétale ou respecter évidemment tout ce qui est environnement, parce qu'ils n'ont pas les instruments les plus faciles pour le faire. Mais, donc si on ouvre le capital à des investisseurs qui ont cette agilité, ça facilite les choses. Et ça, je crois que c'est un point extrêmement important qu'il faut prendre en compte. Troisièmement, la privatisation permet, je le dis, de ruisseler la croissance qui est créée dans l'économie sur quand même les populations à travers les sociétés cotées. Alors, si on se prive de ces trois choses-là dans une économie, on se prive d'avoir une bonne gouvernance des sociétés publiques, on se prive d'avoir, je dirais, une gestion axée sur la responsabilité sociétale et environnementale, on se prive du ruissellement de la croissance sur les populations. Là, on a un vrai problème de développement. Et c'est pour ça que je pense que, effectivement, les privatisations doivent constituer un instrument pour pouvoir régler ces problèmes-là. Maintenant, sur les différences que vous avez observées entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, bon, il faut dire quand même que sur le continent, nous sommes les deux zones qui enregistrent aujourd'hui les meilleures performances économiques. Nous, en Afrique de l'Ouest, particulièrement dans nos zones UEMOA, nous avons depuis une dizaine d'années un taux de croissance de plus de 6% en moyenne pour l'ensemble des pays, dont avec la Côte d'Ivoire qui a déjà enregistré des taux records, une moyenne de 8% par année, le Sénégal, le Bénin, etc. L'Afrique de l'Est nous dépasse légèrement avec un taux de croissance de 6,5-7% en moyenne pour le Kenya et les autres pays. Alors, pourquoi cette différence? D'abord, la dynamique économique n'est pas la même. On a une dynamique économique du secteur privé qui est très développée en Afrique de l'Est comparée en Afrique de l'Ouest. Vraiment, secteur privé qui est vraiment la cheville ouvrière du développement économique. On a des réformes qui sont très rapides à mettre en place en Afrique de l'Est comparé à l'Afrique de l'Ouest, donc des réformes économiques qui s'accélèrent. On a une pénétration technologique aussi en Afrique de l'Est qui est plus forte qu'en Afrique de l'Ouest. Donc tout ça favorise une dynamique économique, je dirais, qui est plus importante que ce qu'on observe en Afrique de l'Ouest. Mais néanmoins, je crois que le gap se comble de plus en plus et nous sommes engagés en tout cas à instaurer dans notre zone particulièrement de l'UEMOA une performance économique qui soit à la hauteur des attentes de nos populations. Merci, Edokossi. Justement, Caroline, est-ce que vous venez déjà d'un pays où la privatisation quand même a pris beaucoup d'ampleur, avec un service public qui reste relativement de qualité, on va dire, des guillemets, plein de guillemets. Et est-ce que vous pensez que les entreprises publiques aujourd'hui sont dans la difficulté de conjuguer justement ces responsabilités-là? Est-ce qu'il faut qu'on passe par une privatisation et que le service public risque aujourd'hui de ne pas comprendre les critères actuels, tout simplement, ces défis à relever? Pour vous répondre, je vais prendre l'exemple d'une privatisation qui a eu lieu il n'y a pas longtemps en France. C'est la privatisation de la Française des Jeux. C'est les jeux de hasard, le loto, les jeux à gratter, etc. Vous avez la même. Oui, on a aussi la marocaine des jeux. Hein. Il y en a qui grattent aussi. Hein. Exactement. Et donc, du coup, jusqu'à présent, c'était une entreprise qui était exclusivement détenue par l'État. Par conséquent gérée par l'État. Cette année, elle a été privatisée, c'est-à-dire qu'il y a une partie, l'État garde une part dedans, reste actionnaire, mais elle a été cotée en bourse. De ce fait, par exemple, mes équipes vont l'évaluer à partir de cette année. Ça veut dire que d'un coup, on augmente les interpellations des parties prenantes externes. On va lui demander des comptes sur la façon dont elle est gérée, dont elle gère ses impacts sociaux et environnementaux qui sont pas les plus matériels pour cette entreprise, pour cette activité-là. Pour cette activité, c'est l'impact sociétal. C'est-à-dire que comment est-ce qu'elle va gérer des populations qui sont peut-être vulnérables à l'addiction au jeu? Eh bien, c'est des sujets sur lesquels elle va être interpellée de façon bien plus intense que ça ne l'était avant. De la même façon, donc du coup, ça veut dire qu'avant, c'était de l'argent qui allait directement dans les caisses de l'État. Je schématise un peu, mais c'est comme ça que ça fonctionnait. Et
Et du coup, ça veut dire que maintenant, vu que les acteurs privés sont entrés au capital, l'ensemble des clients, des utilisateurs des services de la Française des Jeux vont pouvoir l'interpeller. Donc moi, je trouve que en tout cas, je pense que ça permet un petit peu d'illustrer ce que l'intérêt que peut avoir d'un point de vue responsabilité de la privatisation sur une entreprise comme celle-ci. Oui, allez-y, Najat, bien sûr. Ce sujet de privatisation, c'est-à-dire la privatisation non plus n'est pas, c'est-à-dire le remède miracle. On ne va pas privatiser, c'est-à-dire ce qui n'est pas privatisable. Aujourd'hui, il ne faut pas confondre service public et privatisation, parce qu'une société privée peut parfaitement assurer un service public sur la base d'un cahier de charges bien ficelé et avoir un service public de qualité. Donc, on a plusieurs formes. On a la privatisation totale d'une société, et bien sûr là, elle se gère elle-même et ça devient une entreprise privée. On a la privatisation, c'est-à-dire, disons, la privatisation partielle d'un établissement public, et c'est là où on peut véritablement développer une bonne gouvernance avec un tour de table et un noyau dur public. Et puis, on a aussi des sociétés qui ont été ouvertes à des institutionnels publics et qui ont c'est-à-dire ça a permis de développer toute cette gouvernance, de dynamiser la privatisation, et la société reste publique. Je donne un exemple de Maroc Télécom, c'est-à-dire on a aussi tout ce qui est impact au niveau des besoins des citoyens. Est-ce qu'on aurait pu imaginer, nous tous, dans cette salle, qu'on pouvait avoir un téléphone à petit prix et avoir un portable, tout le monde a un portable, et c'est grâce à la privatisation de Maroc Télécom qui a permis, on a libéralisé le secteur des télécoms, et quand on a privatisé Maroc Télécom, justement, la problématique du secteur stratégique, mais Maroc Télécom est toujours là, c'est une société marocaine, qui est la première capitalisation boursière à Casablanca, qui est un vecteur essentiel pour le Maroc et qui investit en Afrique. Et le Maroc garde toujours une participation minoritaire avec une très bonne gouvernance et avec un droit de veto parfois sur des décisions stratégiques qui impactent le royaume du Maroc. Donc tout est une question de convention d'actionnaires, de pacte d'actionnaires et de montage d'opérations qui ont des impacts, qui ont des impacts positifs sur tout l'écosystème marocain. Et donc aussi justement ou même parce qu'on n'est pas réagi sur la gouvernance, juste la gouvernance ou la question que j'ai posée avant. Ben écoutez, la gouvernance des sociétés privatisées, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire il y a plusieurs scénarios. Et la gouvernance, elle s'améliore par l'introduction d'institutionnels, publics ou privés, par de l'introduction du capital privé. Il y avait une certaine gouvernance, par exemple, avec Vivendi, quand il est rentré dans le capital de Maroc Télécom. La gouvernance s'est améliorée, c'est-à-dire qu'il y a eu plus, dans le cadre du pacte d'actionnaires, c'est-à-dire que même quand Vivendi a vendu sa participation à Etisalat, eh ben, le Maroc avait un droit de regard sur le pacte d'actionnaires, sur la gouvernance, par rapport à l'État. À l'État et les intérêts de l'État et l'impact aussi sur tout ce qui est gestion de la société. Bien, merci Najat Sabel. Et donc aussi, la question également de la responsabilité sur notre continent. Responsabilité et gouvernance. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Quels sont les éléments qui l'encadrent? Est-ce que les codes sont à jour? Est-ce qu'on a un arsenal juridique qui est capable de défendre cela? Je pense que les choses évoluent positivement. Il y a quelques années, il y a seulement quelques rares pays comme le Maroc et l'Afrique du Sud qui avaient pris de l'avance en matière de réglementation ou de législation sur ces questions de responsabilité sociétale, de code de bonne gouvernance, etc. Aujourd'hui, on voit la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Kenya, le Nigeria emboîter le pas à ces deux pays-là, et les choses se mettent en place. Je pense que notre continent a pris conscience des enjeux.
pas que de la gouvernance, mais surtout de la responsabilité sociétale et surtout du changement climatique et de tous les enjeux liés au climat. On en a fortement pris conscience aujourd'hui. On sait que notre développement ne peut plus se faire comme cela s'est fait dans les pays développés. Nous, on doit avoir un développement qui intègre dès à présent ces enjeux et c'est un défi encore plus important pour nous. Vous savez, quand les pays développés allaient vers leur développement, ils avaient tous les capitaux nécessaires, on ne faisait pas attention à tout ça, on investissait dans les ports, les aéroports, les infrastructures routières, dans l'énergie. Vraiment, on y allait à fond, avec les conséquences qu'on a maintenant. Mais nous, ayant pris du retard sur ça, et que c'est maintenant qu'on y va, nous sommes obligés de faire encore plus attention et d'intégrer dès maintenant ces questions dans nos choix d'investissement et dans nos choix de développement. Et c'est plus difficile pour les pays africains. Ils avaient l'Afrique, monsieur Edokossi. Pardon? Eux avaient l'Afrique. Oui, oui, c'est vrai. Mais bon, maintenant, on voit les conséquences. Hein. Et comme je lisais dernièrement une analyse qui me paraissait très pertinente, qui disait que si les pays africains et les pays asiatiques veulent arriver au même niveau de développement que les pays développés, il nous faut 7 planètes pour y arriver. 7 nouvelles planètes. Et je me suis dit, mais dis donc, on n'en a qu'une. Cela veut dire qu'on ne peut pas aller aussi, je dirais pas facilement, mais au même niveau de développement sans tenir compte des enjeux de la planète. Et c'est à mon avis, un défi encore plus important pour nous. Donc, quelque part, effectivement, on a pris conscience, les États sont mobilisés, les acteurs privés sont mobilisés, les bourses sont mobilisées pour ne pas juste financer, allouer le capital vers des investissements productifs sans tenir compte de l'environnement. Mais j'avoue que c'est beaucoup plus difficile pour l'Afrique aujourd'hui. Merci à vous. Je reviens vers vous dans quelques instants. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Y aurait-il des interrogations dans la salle par rapport à ce qui a été dit? Une question éventuellement à nos intervenants. Je sais que la première question est difficile. On passe à la deuxième question. Qui veut bien la poser? Allez-y, deuxième question. Thank you very much. My name is Ishatu Galan. I'm from Ethiopian Institute of Corporate Governance. In fact, our national language is Amharic, neither English or French. I couldn't explain myself in depth. So apology for my broken English, okay? So this corporate governance in Africa it's been a while that you formed, especially like Kenya, Cote d'Ivoire, Morocco, and others. Ours is infant and even associated with the Chamber of Commerce. Now it's been independent. Today, we're going to sign MOU with the ACGN. Being that as an infant, my quick question for you all. This corporate governance did help your country to exploit your resource very well because our African resource brought instability, losing peace, using, our resource properly. Because of all this, we've been victim. How did corporate governance as a senior country to implement your country did help you to alleviate this problem? And the other, as a technology transfer and best practice sharing, what did you advise Ethiopia to use as a tool corporate governance implementation right now? Thanks much. Alors,
je vais pas m'exprimer au nom des États de façon globale qui ont utilisé les ressources, puisque je sais pas. Ça va, c'est bon. Merci. Parce que je vous avoue que c'est pas dans mes capacités. En revanche, je peux vous parler des interrogations que on pose aux entreprises sur l'utilisation des ressources et la gouvernance qu'elles ont dans leurs approvisionnements en matières premières, notamment en termes de métaux précieux, qui est un sujet qui est crucial pour la planète. Je crois que je vais lier votre question, si vous me le permettez, avec celle du sujet que mon prédécesseur a soulevé. Effectivement, les États développés à l'heure actuelle se sont développés avec les ressources d'autres pays et avec des méthodologies, des méthodes en tout cas, des processus qui ne sont pas applicables à l'heure actuelle si on veut pouvoir améliorer la qualité de vie de l'ensemble des gens sur la planète. Mais de la même façon que l'Afrique n'est pas passée par un réseau filaire de téléphones et des téléphones type Nokia 3310 comme ceux que moi j'ai pu avoir et est passée directement à l'utilisation de smartphones, les pays qui sont en train de se développer activement, qui ont des taux de croissance qui sont assez impressionnants en ce moment, sont pas obligés de passer par les mêmes étapes et les mêmes erreurs, si vous me permettez le terme, des pays développés. Donc, à l'heure actuelle, je pense que le développement et la gestion des ressources, l'exploitation saine et bien organisée des ressources des pays peut être faite pour assurer des meilleures conditions de vie. Je pense que je soulève également le problème qu'on parle souvent de croissance de PIB. Lorsqu'on parle de développement d'un pays, il serait également intéressant de voir d'autres sujets, d'autres indicateurs comme la mesure du bien-être ou la mesure d'autres indicateurs de développement pour pouvoir mesurer le développement d'un pays, puisque effectivement vous soulignez le fait que nous sommes sur une planète à ressources limitées. Il faut bien revoir quels sont nos objectifs avant de tirer nos conclusions. Bien, merci beaucoup. On va prendre 2 questions peut-être d'affilée comme ça. Voilà. Vous y allez, monsieur ? Pardon, bien sûr. Excusez-moi, j'étais en train de gérer les micros. Il a soulevé, à mon avis, 2 sujets extrêmement importants. La réponse que je peux lui apporter, c'est d'abord dire que ces questions sont très récentes dans nos pays et on n'a pas suffisamment de recul pour pouvoir analyser effectivement l'impact des choix qu'on a fait en matière de gouvernance sur des sujets aussi sensibles que l'exploitation des ressources naturelles ou des ressources minières dans nos pays. Je pense que c'est maintenant que nous sommes en train de déployer ou de mettre en place l'arsenal juridique pour pouvoir gérer ces situations. Vous savez, jusque-là, je dirais même jusqu'à présent, la plupart des États africains, en allant vers, en donnant l'exploitation minière à des sociétés étrangères, regardaient essentiellement 2 choses. La fiscalité, ce que ça rapporte en termes de recettes fiscales, et aussi l'impact social limité sur l'environnement dans lequel la mine évolue, si on construit quelques écoles par là, quelques dispensaires, etc. Bon, maintenant, il faut aller au-delà de tout ça. C'est plus suffisant. C'est pour ça que beaucoup de pays ont commencé par adopter des codes miniers modernes, des codes d'investissement modernes, pour intégrer justement ces questions de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises qui viennent pour exploiter les mines dans les pays africains. Je pense que ça, c'est dans les prochaines années, 2030, 2040, voire 2050, qu'on va voir effectivement l'impact de la mise en œuvre de ces nouvelles réglementations sur des questions aussi importantes pour notre continent. C'est ça un deuxième volet de votre question, c'est-à-dire l'impact technologique. C'est vrai, la technologie va nous permettre d'aller plus vite, sans doute avec un impact sur l'environnement qui sera limité. Mais encore faudrait-il que nous ayons tous les moyens d'exploiter cette technologie, je dirais, à bon escient. Et ce n'est pas toujours évident, mais il faut quand même saluer ce qui se fait dans des pays comme le Kenya, qui montre l'exemple en matière d'utilisation forte de la technologie. C'est des exemples qu'on peut suivre
et c'est des choses qu'on peut répliquer dans plusieurs pays africains. Mais en tout état de cause, il est clair qu'avec la technologie, nous pouvons en tout cas surmonter certaines difficultés qu'on a justement dans la gestion de ces questions sur le continent. Merci beaucoup. Allez-y, monsieur. Allez-y, vous avez le micro. Sadok, je suis de Transparency Maroc. Je suis très réticent, très gêné par le postulat qui dit que le privé ou la privatisation apporte la bonne gouvernance. Il faut le démontrer. Ce n'est pas du tout clair, puisque le cas Enron, c'est du privé. Il est tombé à cause de la mauvaise gouvernance. Et je voudrais également citer un cas emblématique chez nous au Maroc, que je voudrais partager avec vous, qui a démontré clairement que la privatisation n'est peut-être pas la meilleure façon d'apporter la bonne gouvernance. C'est le cas de la Samir. Pour les gens qui ne sont pas marocains, la Samir est la grande raffinerie du Maroc qui a commencé à tourner dans les années 60 et qui a été privatisée en 1996. 20 ans plus tard, c'est un véritable scandale économique. Faillite, des impacts économiques énormes, une ardoise énorme vis-à-vis des finances de l'État. Et ça, c'est un cas emblématique de privatisation qui a ramené et de la mauvaise gouvernance. D'ailleurs, il a commencé par un fait extraordinaire. C'est que le ministre qui a accompagné l'opération de privatisation devient, le lendemain de la privatisation, le PDG de cette raffinerie. C'est pour vous dire que la privatisation, le privé, ce n'est pas forcément synonyme de bonne gouvernance, mais que la bonne gouvernance dépend d'autres facteurs beaucoup plus complexes. Merci. Merci beaucoup. Peut-être on va répondre directement à Najat Sabel. Oui, je réponds. Allez-y. Quand on prend le programme de privatisation, la Samir, on a 2 cas d'échec dans tout le programme de privatisation avec 212 privatisations. D'accord ? Donc on a la Samir, effectivement, et on a Cotef aussi que vous avez oublié. Donc Cotef, la Samir aujourd'hui, la Samir d'abord a été privatisée entièrement. D'accord ? Donc la présence de l'État ou c'est-à-dire l'amélioration de la gouvernance, c'était pas le sujet. L'échec de la Samir, c'est à cause de l'actionnaire majoritaire qui a failli à ses engagements, comme toute société, quelle qu'elle soit. On peut être devant une situation où l'actionnaire ne respecte pas ses engagements, et je pense que c'est au niveau maintenant au niveau de l'arbitrage. Et ne vous en faites pas, l'État est là pour préserver ses intérêts et pour défendre ses intérêts. Voilà. Mais comme vous dites, ce n'est pas nous qui disons qu'il y a une amélioration de la gouvernance. J'avais parlé de 2 évaluations indépendantes qui ont été faites, d'accord, par des experts indépendants et mandatés aussi par une institution indépendante et qui prouvent que la privatisation a eu un impact, que ce soit sur la dynamisation de l'économie marocaine, que ce soit sur la gouvernance, que ce soit sur c'est-à-dire par rapport aux services publics de qualité, par rapport à la participation des salariés dans l'actionnariat, et bien sûr, comme a dit monsieur, c'est grâce à des lois, grâce à des cadres juridiques transparents et que ça a été fait. Mais on ne peut jamais avoir un programme 100% réussi. Merci pour votre réponse. Oui, allez-y, question suivante. Oui, merci. Bernard Bartozek, administrateur indépendant à Abidjan. J'ai une question plus générale sur, on a parlé de la théorie de la firme, je voudrais qu'on parle un peu de la théorie de la valeur et justement de l'allocation des actifs. Et souvent, il y a quelque chose de contradictoire. Comment faire de la valeur, comment demander de la valeur à tous les participants, tous les partenaires dans l'entreprise qui ont des objectifs contradictoires. Et j'ai envie de rêver aussi, je me demande si au lieu de laisser faire, si on n'imposait pas un grand régulateur de la gouvernance dans chaque pays qui pourrait peut-être, pas imposer, mais contrôler et améliorer tous ces indicateurs de gouvernance. Voilà. Merci. Merci à vous. Peut-être monsieur Caroline, moi. Tout à fait. Alors, imposer la gouvernance, pourquoi pas ?
Cela étant dit, si on propose un cadre de gouvernance et que de nombreuses parties prenantes sont témoins et challengers, ça permet d'avoir plusieurs types d'intérêts qui viennent contrôler la bonne stratégie de gouvernance. Et de plus, je me permets de préciser qu'une bonne gouvernance, si les codes de gouvernance ont été conçus comme comply or explain, c'est bien parce qu'une bonne gouvernance, c'est une bonne gouvernance si elle est appliquée à la bonne entreprise. J'ai appris un petit peu plus tôt que on parlait d'une majorité de PME ou de TPE. C'est-à-dire très petites entreprises. Dans ces cas-là, c'est souvent des entreprises familiales dont il s'agit. On ne va pas leur impliquer une gouvernance comme à une large cap, comme en multinationale. C'est pas du tout la même façon de fonctionner. Ça veut dire que le dirigeant, en général, il n'a pas la même histoire, il n'a pas les mêmes liens avec l'entreprise, et du coup, elle doit être adaptée à chacune des entreprises. Donc, une autorité de la gouvernance, en tout cas, ce ne serait pas ma façon de procéder. Je trouve qu'avoir la meilleure transparence et laisser aux parties prenantes la possibilité de se saisir de l'information et venir challenger l'entreprise, je trouve ça intéressant. Concernant votre question sur le partage de la valeur ajoutée créée par l'entreprise, ça c'est une question qui pour moi relève de l'alignement d'intérêts. Et effectivement, et puis du voyage dans le temps que vous voulez faire. C'est-à-dire que si vous investissez à court terme, effectivement, un investisseur va avoir tendance à vouloir maximiser son profit. Dans la majeure partie du temps, chez les investisseurs ISR, ce sont des investisseurs long terme qui prennent le temps d'analyser les entreprises. Nous, par exemple, j'entendais tout à l'heure que vous fournissiez des informations trimestrielles d'un point de vue ESG. Chez nous, c'est pas le cas. C'est des informations qui sont annuelles parce que c'est des informations qui mettent du temps à être consolidées et puis de toute manière ont des impacts très long terme. Donc du coup, avoir de l'information sur un court terme, en tout cas, nous, déjà, on n'a pas le temps de la traiter et si on est purement pragmatique. Et en plus, elle a un impact long terme, donc du coup, on la prend sur le long terme. Voilà. Merci beaucoup. Vous voulez réagir peut-être Oui, je voulais réagir. Après, c'est ça, Majesté. Bon, effectivement, la création de valeur dans l'entreprise dépend de l'alignement des intérêts, comme Madame l'a si bien dit. Et c'est toujours un optimum à rechercher entre ce que veulent les actionnaires, les dirigeants, les employés et les autres parties prenantes. C'est peut-être pas évident d'arriver à trouver cet optimum, mais il y a pas mal d'entreprises qui réussissent à le faire. Quand on regarde les performances, en tout cas, qu'elles arrivent à faire, j'ai regardé dans les journaux la dernière fois les performances d'Atidjari, de la Sonatel, etc. C'est des entreprises quand même qui ont pu mettre en place des modes de gouvernance qui leur permettent effectivement de créer de la valeur. Mais comme elle a bien dit, sur la durée. Et c'est ça qui est important aussi pour les investisseurs. De ne pas être des investisseurs court-termistes, parce que l'entreprise est là pour longtemps, pour la durée, et s'inscrit dans une logique de création de valeur dans la durée. Et ça me rappelle toute la théorie du paradoxe du dividende. Vous savez que distribuer des dividendes dans une entreprise est considéré dans la théorie financière comme un gaspillage d'argent et que c'est l'apanage des dirigeants paresseux qui distribuent des dividendes. Parce qu'une entreprise doit toujours avoir des grands projets qui ont tellement besoin de ressources qu'on n'a pas besoin de distribuer les dividendes. On a plutôt besoin de réinvestir pour créer de la valeur future. Mais vous comprendrez que ça ne peut pas être facilement applicable à toutes les entreprises, à tous les environnements, parce que, effectivement, certains actionnaires regardent le dividende comme le gain qu'ils prennent tout de suite sur leur investissement, alors qu'ils devraient penser à la richesse créée dans la durée. Je donnais cet exemple pour illustrer le fait que tout le monde doit comprendre ces enjeux-là pour pouvoir comprendre un dirigeant qui vient proposer des projets et qui paie moins de dividendes, ce qui n'est pas évident. Maintenant, sur le régulateur supra, et moi non plus, je ne suis pas favorable à ce type d'organisation, surtout en Afrique,
Parce que sur notre continent, les régulations est quelque chose d'assez récent. Et quand on voit parfois la démarcation entre ce qui doit être la régulation, la gestion et l'action, c'est pas évident de voir les régulateurs être dans leur rôle de régulateurs et peuvent éventuellement quelque part aller plus vers la gestion, s'immiscer entre guillemets, ce qui peut éventuellement créer des difficultés à l'écosystème. Je préfère un système qui évolue avec des acteurs qui eux-mêmes adoptent, acceptent, intègrent les bonnes pratiques. Excusez-moi. Et qui arrivent effectivement à créer un écosystème favorable à l'implémentation de la gouvernance de façon générale. La contrainte n'a jamais été le meilleur moyen de faire accepter les choses. On peut accepter à court terme, mais on ne l'accepte pas dans la durée si ce n'est pas, je dirais, venant des acteurs eux-mêmes qui, dans leur éducation, dans la sensibilisation, adoptent eux-mêmes les règles. Et moi, je suis plus de cette approche-là que d'imposer quelque chose par un acteur supra avec ses travers aussi, qui forcément ne permet pas d'atteindre les objectifs souhaités. Merci, vous avez peut-être emprunté un peu l'idée de Mme Najat Samen, mais allez-y, concluez dessus, allez-y, dites votre avis. Écoutez, je suis du même avis, c'est-à-dire la meilleure façon de faire, ce n'est pas d'avoir un policier ou un gendarme, donc c'est de pouvoir encourager, c'est-à-dire déjà le secteur public, c'est-à-dire par l'appui, par la communication, par c'est-à-dire l'accompagnement, et donc créer cet engouement pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir avoir les bonnes pratiques par rapport à toutes les sociétés et dans tout l'écosystème. Merci beaucoup. Peut-être une question dans le fond, peut-être, monsieur, allez-y. Bien, merci. Je suis Eugène Niankan de la Caisse générale de retraite des agents de l'État de Côte d'Ivoire. Pour rester sur le thème de la gouvernance de l'investissement responsable, je voulais revenir un peu sur le rôle de la BRVM. Alors, la BRVM, c'est une bourse à la disposition des 8 États d'Afrique de l'Ouest, ce qui fait une multiplicité d'intervenants d'acteurs, depuis les SGI jusqu'aux agents à capacité ou à besoin de financement, en passant par les apporteurs d'affaires. Alors, M. Do l'a dit tout à l'heure, la BRVM veille sur le caractère responsable des investissements, ce qui est une très, très bonne chose. Alors, la question, c'est de savoir, qu'en est-il des ressources de financement ou des ressources d'investissement? Est-ce que la BRVM se donne l'assurance raisonnable que ces ressources-là sont également entre guillemets responsables ou licites? Est-ce que ce n'est pas une voie pour le blanchiment des capitaux, la BRVM? Je vous remercie. Merci à vous. Peut-être, allez-y. Monsieur Kofi. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation, cette question. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de présenter la BRVM en tant que bourse, parce que bon, je voulais pas non plus prendre trop de temps à l'assistance. Effectivement, nous sommes une bourse qui est commune aux 8 pays de l'UEMOA. C'est la seule bourse au monde qui appartient à plusieurs pays et qui couvre un espace géographique complètement intégré sur le plan économique et financier. Donc, c'est le seul modèle aujourd'hui d'intégration de bourse au monde, pas seulement en Afrique. Et c'est important de le souligner, ça va avec un certain nombre de défis, puisque c'est un espace ouvert, c'est un espace compétitif, avec un écosystème très large, une seule banque centrale, une seule autorité de régulation, plusieurs intervenants de marché, plusieurs banques, etc. Bon, la question de la lutte contre le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme est une question que nous avons prise en charge très tôt, parce que nous n'avons pas voulu que notre marché soit le ventre mou, justement, de cette lutte-là. Et donc, nous avons intégré dès le départ tout ce qui est réglementation du GAFI, et nous avons adopté des réglementations allant dans ce sens-là,
surtout à la charge de ceux qui collectent l'épargne qui est investie sur le marché, donc les fameux intermédiaires. Ces tests sont disponibles sur le site de notre autorité de régulation et à la BRVM. Vous pouvez constater qu'ils doivent veiller, ces intermédiaires, à vérifier l'identité de leurs clients, la provenance des fonds investis, et tout ça dans un circuit formel d'investissement. Donc, l'arsenal est là, le contrôle se fait par le régulateur du marché, mais effectivement, il peut y avoir des situations peut-être qui ne sont pas encore bien perçues, mais je peux dire, pour rassurer les investisseurs, que tout est en place effectivement pour éviter que le marché soit justement, je dirais, l'instrument utilisé pour blanchir de l'argent au sein de notre union. Merci beaucoup. Question dans le fond, peut-être, monsieur, allez-y. Iqbal Ibrahim, donc je suis directeur dans le secteur public, dans une entreprise publique marocaine. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier l'IMA et l'ensemble des intervenants pour la richesse apportée aujourd'hui autour de cette thématique d'une très très grande importance, qui est la gouvernance des entreprises en Afrique. Et durant les différentes interventions, donc, j'ai vu que la gouvernance s'intéresse ou devrait s'intéresser davantage et de plus en plus à une création de valeur à long terme, à l'aspect multifacette de la valeur. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement la partie financière ou la performance de façade, mais aussi à l'aspect écologique. Et je pense à la neutralité carbone d'ici 2050, aux green bonds, etc. Et ça me fait penser à un modèle, en fait, on est en 2020, c'est pratiquement le 30e anniversaire de ce modèle, qui a été conçu par deux ingénieurs de l'université de Harvard, qui s'appellent Kaplan et Norton, et qui avaient travaillé sur un modèle qui s'appelle le Balanced Scorecard. Et dans ce modèle-là, donc, en fait, l'idée, c'était de dire que la performance financière n'est pas nécessairement liée mécaniquement à la création de la valeur. Et qu'on peut avoir une performance financière de façade et derrière détruire de la valeur. Donc ça veut dire que les actionnaires vont gagner de l'argent la première année, la deuxième année, la troisième année, et puis peut-être à partir de la quatrième, la cinquième, on va commencer à perdre énormément d'argent. Et de cela donc, est venue l'idée, donc, pour les deux ingénieurs, de penser à l'aspect multifacette de la performance. Et en ce moment-là, ils ont introduit 3 autres axes, en plus de l'axe financier, qui est bien entendu important pour les actionnaires et pour toute l'entreprise, mais ils ont rajouté l'axe customer, le client, l'axe client et la satisfaction client, un axe process et système d'information. Aujourd'hui, on peut rajouter l'innovation technologique également à cet axe. Et puis un axe capacité organisationnelle et au centre la partie ressources humaines. Et tout ce qui relève de la gestion des compétences au sein de l'entreprise, etc. Bon, aujourd'hui, ce modèle-là peut être étendu. On peut rajouter un axe ESG, par exemple. Et donc, la question que je me pose aujourd'hui, c'est que est-ce que les standards de la gouvernance, aujourd'hui, dans le monde, prennent en charge ces différentes facettes? Est-ce qu'il y a une évolution de bonnes pratiques pour justement inciter les organes de gouvernance de discuter, d'analyser, de voir ces aspects-là lors des différents rendez-vous de la gouvernance au sein de l'entreprise? Je pense par exemple à l'aspect client. Est-ce qu'on peut imaginer la mise en place d'un comité client? Quelle est la perception du client vis-à-vis de l'entreprise? Est-ce qu'il est satisfait? Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il est infidèle? Pourquoi? Bien sûr, bien entendu, en plus du comité d'audit qui est très important, du comité de rémunération qui est très important, du comité d'investissement, etc. Mais peut-être l'aspect client, peut-être ça existe, je ne suis pas un expert en gouvernance, mais peut-être ça existe. Il y a aussi l'aspect innovation.
Donc aujourd'hui, nous savons tous que le digital, c'est très très important et c'est l'avenir et c'est ça qui va faire la différence dans les prochaines années. Voilà. Donc, est-ce que aujourd'hui, les standards de gouvernance, les bonnes pratiques, etc., est-ce qu'ils sont en train d'évoluer pour justement permettre cette prise en charge multifacette de la performance au niveau de l'entreprise? Merci. Merci pour votre exposé, votre question. On va effectivement voir peut-être monsieur Carlinois. Allez-y. Alors, en fait, effectivement, ces différentes facettes dont vous parlez, de toute manière, si on parle de critères ESG, c'est bien parce que ce sont des critères qui vont tous les trois ensemble. Hein. C'est un triptyque ou plutôt un trépied, c'est-à-dire que les uns ne fonctionnent, enfin, l'ensemble ne fonctionne que parce qu'il y a les trois dimensions. Lorsqu'on a un défaut en matière de ressources humaines, on voit bien que ça va avoir un impact sur la gouvernance et sur la gestion environnementale. Et de la même façon, lorsqu'il y a un défaut de gouvernance, en général, ça se passe pas très bien d'un point de vue ressources humaines ou environnement. Et ça, je pense que c'est applicable à n'importe quel type d'organisation, que ce soit une entreprise privée, publique ou à l'échelle, par exemple, d'un État. Si je peux répondre également à votre question sur est-ce que l'on prend en compte la notion d'innovation et la notion de satisfaction client en plus de l'aspect social, si c'était votre question, tout à fait. Ça fait partie des questions, des critères qui sont pris en compte, notamment dans l'évaluation des impacts sur les parties prenantes externes. Est-ce qu'il y a des questionnaires de satisfaction client? Quels sont les systèmes de management de la qualité? Comment est-ce qu'ils sont audités et certifiés? Ça fait partie des choses qui sont prises en compte. L'innovation n'est pas quelque chose qui est prise en compte à l'heure actuelle dans notre référentiel. Je ne dis pas que les autres agences de notation ne le font pas. Je dis que chez nous, ce n'est pas quelque chose que l'on fait. On part du principe qu'une entreprise qui n'innove pas ou qui n'est pas à l'écoute suffisamment de ses clients, du coup, c'est une entreprise qui effectivement est à risque d'arrêter de créer de la valeur. Et tous ces aspects de RSE ou de gestion des risques digitaux, cybersécurité, ça fait partie des critères que l'on évalue. Notamment 2 critères, c'est est-ce que les sujets de RSE et est-ce que les sujets de cybersécurité sont évoqués au moins une fois par an lors d'une réunion du conseil d'administration. Puisque l'on sait très bien que un conseil d'administration, ça coûte cher. C'est des gens qu'on rémunère et ce sont des gens qui, en général, demandent des outils pour pouvoir piloter ces aspects-là. Donc, ça veut dire que si jamais ce sont des sujets qui sont abordés lors de réunions de conseil d'administration, on va avoir un pilotage pointu du sujet, tant en matière des politiques, des mesures et des outils de suivi. Voilà. Sur ce point, effectivement, les entreprises qui ont adopté les meilleurs standards prennent en charge toutes ces questions à travers un comité spécialisé qui est le comité stratégie et développement. Vous savez, en général, on a les 3 comités, le comité d'audit, le comité recrutement rémunération et le comité stratégie et développement. Bon, donc, ce comité, ce dernier, traite de tous ces sujets liés à la clientèle, à la technologie, RSE, écologie, etc. Bon, on ne peut pas non plus multiplier les comités. Hein. Si on va avoir un comité client, un comité technologie, on aura au sein du conseil d'administration 12 comités. Je vous avoue que déjà à 3 comités, d'autres conflits de compétences apparaissent très vite, hein, parce que évidemment, le comité stratégique de développement va regarder des aspects qui vont avoir des coûts extrêmement importants. Le comité gouvernance va avoir des sujets qui vont télescoper avec un autre comité. Donc, c'est compliqué. À mon avis, il faut limiter aussi le nombre de comités au sein du Conseil pour être efficace et permettre d'élargir le mandat des différents comités pour prendre en charge tous ces sujets-là. Mais ça se fait, et ça se fait convenablement dans les grandes sociétés en tout cas. Merci beaucoup. On prend une dernière question. Allez-y monsieur, avant la pause, allez-y. Bonjour tout le monde, Saïd Jemjem, praticien en audit, gouvernance et risque. Dans la continuité du dernier exposé sur les organes de gouvernance, j'ai une question très directe. Comment faire cohabiter cette philosophie, cet état d'esprit de gouvernance dans les entreprises africaines avec
le dispositif d'animation des acteurs de la gouvernance. Vous avez parlé d'audit, de risque, de conformité, de dispositifs de contrôle interne. Comment les faire vivre, comment déployer et surtout comment arriver à un niveau de maturité satisfaisant au niveau des entreprises africaines. Merci.